Antoine Cana, le docteur Cana maintenant du coup. Donc effectivement, aujourd'hui on va parler de la chaperone Dax, de l'histone H3.3 et comment elle protège l'hétérochromatine péricentromérique des cellules souches embryonnaires. Donc bon, évidemment un petit peu d'introduction d'abord, mais même si ça va être assez rapide vu l'audience. Du coup, bon, tout le monde sait ici que l'ADN est compacté en fibres de chromatine dans nos cellules eucaryotes, et qu'en fait, bon, maintenant on sait qu'il y a vraiment différents types de fibres de chromatine, il y en a beaucoup de types différents, mais elles restent malgré tout classées en deux groupes majeurs qui restent ce qu'on appelle le chromatine, qui va définir les chromatines plutôt décondensées et actives, par opposition les chromatines plutôt compactes et réprimées, et qui forment le groupe de ce qu'on appelle l'hétérochromatine, et d'ailleurs qui ont un rôle structural pour le génome assez important, comme le mentionnait Daniel dans sa présentation juste avant. Alors, si on regarde un petit peu comment l'hétérochromatine se dispose le long d'un chromosome, donc ici vous avez un chromosome macrocentrique typique de souris. Donc on va retrouver l'hétérochromatine un peu partout tout le long du chromosome. Ça va concerner notamment les rétrotransposons, et puis ici en bleu ciel, c'est les régions qui sont appelées lamina associated domain, parce qu'on les trouve fréquemment à la périphérie. Mais aujourd'hui, nous, on va s'intéresser un peu plus à l'hétérochromatine qui est formée au niveau des répétitions en tandem, où là encore, il y a différents types. Il y a les télomères à chaque extrémité des chromosomes. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus de ce qui se passe au niveau des centromères, où chez la souris notamment, les centromères sont formés par des satellites mineurs. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle les péricentromères, qui sont en fait composés de répétitions de 234 paires de bases en tandem. Et ces séquences de 234 paires de bases, c'est ce qu'on appelle les satellites majeurs. Ça représente quand même une grosse fraction du génome, et ça a là aussi un rôle structurel pour le génome assez important, puisque ces séquences de différents chromosomes vont s'assembler pour former des clusters. Et chez la souris, parce que ces séquences sont très atterriches et donc très fortement marquées par le DAPI, en fait, c'est pour ça qu'on les appelle souvent aussi les chromocentres. Donc, l'hétérochromatine est définie par des marques épigénétiques qui lui sont spécifiques. Donc, ça va varier d'un type d'hétérochromatine à une autre, notamment si on regarde H3K9 diméthylé, ça va plutôt marquer l'hétérochromatine périphérique. Alors que si on regarde la version triméthylée de K9, donc H3K9ME3, là, on va vraiment marquer les chromocentres et cette hétérochromatine péricentromérique. Une autre marque cruciale dans la formation de l'hétérochromatine, c'est la modification de l'ADN sur la cytosine, donc par la méthylation, donc la méthyle-5-cytosine. Donc ça, c'est vraiment une marque cruciale de l'hétérochromatine qu'on va retrouver notamment ici sur ces images de cellules souches embryonnaires. On les voit notamment s'accumuler au niveau des chromocentres, mais on le voit un petit peu aussi à la périphérie. Et donc cette hétérochromatine, il y a une étape qui est cruciale pour sa mise en place, c'est le début du développement. Alors pourquoi c'est crucial au début du développement? C'est parce que après que les deux gamètes fusionné pour former le zygote, il y a une vague de déméthylation qui a lieu et la méthylation revient à peu près jusqu'au moment de l'implantation. Et cette phase où on perd la méthylation de l'ADN, c'est absolument crucial pour la mise en place de l'hétérochromatine, mais c'est aussi un challenge, parce qu'il faut arriver quand même à maintenir cette hétérochromatine sans la méthylation de l'ADN. En fait, pour illustrer ça, on voit que donc, quand on perd la méthylation, en fait, c'est important pour la réorganisation notamment des chromosomes dont je vous parlais juste avant, puisque si on regarde ici le fiche de satellite majeur, on voit qu'au début du développement, donc au zygote, ça fait ces grands anneaux autour des pronucléoles. Et en fait, c'est la déméthylation et l'augmentation de la transcription de ces séquences qui permet la formation vraiment claire au stade 4 cellules des chromocentres. Et si on empêche cette transcription, en fait, ces chromocentres ne se forment pas. Donc voilà, il y a aussi des conséquences au niveau des rétrotransposons, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui.
Mais en tout cas, cette étape-là est vraiment à la fois un challenge de la maintenir, mais c'est nécessaire puisqu'on on a besoin de la déverrouiller pour pouvoir la reformer après. Et donc, parmi les facteurs qui sont responsables de cette transition, on pense nous, on a identifié un facteur qu'on pense important, qui est le variant d'histone H33, qui est en fait une protéine qui est très proche du H3 classique, puisqu'il y a seulement 4 ou 5 acides aminés de différents, mais qui a quand même des propriétés très particulières. Notamment, elle peut être déposée indépendamment de la phase S. Ça, c'est une caractéristique très importante. Et elle peut être déposée dans tous les types de chromatines, mais ça sera fait par des complexes chaperons différents. Donc, quand c'est dans des chromatines plutôt actives, ça sera le complexe IRA, alors que dans la partie hétérochromatine, c'est pris en charge par le complexe DAX-ATRX. Et donc, en particulier, DAX et H33, on pense que c'est important au début du stade du développement. C'est basé sur plusieurs données. Donc ici, je vous ai mis un exemple, notamment les données de génétique, tout simplement, puisque quand on fait un KO DAX dans la souris, ce que vous voyez ici, c'est la viabilité embryonnaire en rouge. Vous voyez que le mutant DAX commence à décrocher, en fait, juste après le stade 4 cellules, qui correspond à ce que je vous disais, à la formation des chromosomes. Et en fait, DAX est essentiel pour la phase qu'on appelle de pluripotence. Ça, c'est cohérent aussi avec les KO de H33. Il y a 2 gènes. Quand on les enlève tous les deux, en fait, les cellules ES pluripotentes de ce stade-là ne sont pas capables de pousser. Et donc, nous, on s'est demandé quel était exactement le rôle de DAX à ce stade-là au cours du développement. Donc pour ça, nous, on travaille in vitro sur les cellules souches embryonnaires, donc qui existent quand même maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui sont cultivées dans un milieu qui contient du sérum. Donc en fait, elles restent pluripotentes, on est capable de les différencier in vitro. Donc nous, on utilise au laboratoire l'acide rétinoïque qui permet de les différencier. Mais dans ce milieu, en sérum, en fait, ce n'est pas extrêmement représentatif du stade de pluripotence in vivo à cause de ce niveau élevé de méthylation. Et en fait, maintenant, on a des milieux définis chimiquement qui permettent de réduire ce niveau de méthylation, notamment grâce à des inhibiteurs de kinase bien spécifiques et l'ajout de vitamine C dans le milieu, pour permettre aux cellules d'atteindre le niveau basal de pluripotence avec peu de méthylation, ce qu'on appelle communément le ground state ESLs. Donc voilà, donc ça c'est notre modèle in vitro, et du coup, pour comprendre le rôle de DAX et d'H33, on a généré un KO DAX par CRISPR. Donc la protéine disparaît complètement, et on a regardé les conséquences de ce chaos sur la viabilité. Et donc, dans un milieu, dans les cellules ES, en sérum où il y a beaucoup de méthylation, c'est illustré ici, il n'y a pas de défaut de viabilité, mais on a bien vu quand on a généré les CRISPR qu'on avait une fréquence de mutation tout à fait attendue et comparable avec un gène non essentiel. Quand on différencie ces cellules, on n'a pas de problème. Et quand on les convertit vers le stade basal de pluripotence, donc en ground state, au début tout va bien, il n'y a pas d'effet majeur de viabilité, mais les premiers jours, elle se divise assez peu finalement. Par contre, on voit que très rapidement la viabilité chute après ce 4e jour, et jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout de cellules après 10 jours sur la boîte. En transcriptome, on a regardé, on a vu un peu ce à quoi on s'attendait, puisque DAX étant une protéine importante de l'hétérochromatine, on a vu que lorsqu'on faisait le knockout, on avait une dérégulation en ground state et en sérum, des séquences répétées, que ce soit les rétrotransposons, mais aussi des séquences satellites majeures, montrées ici ou ici en QPCR. Ce qui montrerait donc que DAX aurait un rôle dans l'hétérochromatine, mais également au péricentromère, ce qui n'était pas connu en fait jusque-là. Donc on a voulu regarder où était DAX dans les cellules souches, et donc, si on se place en sérum au départ, donc qui est notre condition de base, on va dire, on voit que DAX est exactement là où on l'attend, là où il est connu pour être localisé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années aussi. On voit que DAX colocalise parfaitement au sein des corps nucléaires organisés par PML et qui forment ces petits foyers répartis aléatoirement au sein du nucléoplasme. Quand on différencie ces cellules ES, on ne voit pas de différence en termes de localisation de DAX. Par contre, quand on les convertit, qu'on diminue la méthylation,
là, on commence à voir apparaître, en plus de ces petits foyers qu'on peut voir, on voit de temps en temps des foyers beaucoup plus gros qui colocalisent avec la marque H3K9ME3, donc l'hétérochromatine péricentromérique, et entourés là de PML. Donc ça forme des corps géants de PML qui contiennent de l'ADN, contrairement à ces petits corps qui, eux, ne contiennent pas d'ADN, au niveau des séquences péricentromériques, puisqu'on a pu le voir aussi par immunofiche que ça contient bien les satellites majeurs. En termes de quantification, donc c'est plus que marginal en sérum et en différencié. Par contre, on voit qu'une cellule sur deux à peu près contient au moins un corps de ce type. Des fois, il peut y en avoir deux, des fois, il peut y en avoir trois. Mais dans tous les cas, il y a toujours seulement une fraction des chromosomes qui sont marqués. Pour une cellule donnée, il y en a souvent qu'un, d'ailleurs, et les autres ne le sont pas. Donc on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait être à l'origine du fait que DAX soit ramené comme ça spécifiquement à un ou deux chromocentres. Et assez rapidement, en fait, on s'est penché sur l'hypothèse des dommages à l'ADN, puisque en fait, on voit ça dans une condition où il y a une déméthylation active de l'ADN, et la déméthylation, comme je l'ai représenté ici, donc ici on a le groupement méthyle sur la cytosine, en fait passe d'abord par une première étape de modification de ce groupement méthyle en hydroxyméthyle, et ça c'est catalysé par les enzymes TET. Et en fait, on le sait depuis quelques années maintenant quand même, que les enzymes TET, quand elles sont surexprimées, ça a tendance à augmenter la réponse au dommage, comme on peut le voir avec la phosphorylation du variant d'histone H2AX. Du coup, notre raisonnement il était assez mathématique, on va dire, puisque la plupart de la méthylation qu'on peut voir s'accumule au niveau des chromocentres, on s'est dit que quand on déméthyle, ça allait particulièrement toucher ces régions-là, et donc potentiellement augmenter les dommages à ce niveau-là. Donc on a regardé par immunofluorescence gamma H2AX toujours, et Antoine a pu quantifier en regardant les dommages qui se trouvaient au niveau de ces foyers d'API riches, d'hétérochromatine péricentromérique. Il a regardé ça dans les différentes conditions, et on a pu voir qu'en effet, là où on voit le plus de dommages, c'est bien en conditions hypométhylées, en ground state, et en fait on a un espèce de gradient qui ressemble corrélé au niveau de méthylation. Du coup, notre hypothèse en voyant ces résultats-là, ça a été de se dire qu'effectivement, il pouvait y avoir une déméthylation active de ces régions-là qui augmenterait le niveau de dommage et qui pourrait induire le recrutement de DAX. Donc là, on a voulu vérifier cette hypothèse-là, il y a deux aspects. Il y a un, savoir que c'est les dommages qui recrutent DAX, et deuxièmement, est-ce que les dommages sont bien causés par l'hypométhylation, la déméthylation de l'ADN. Donc, d'abord, est-ce que ce sont bien les dommages qui recrutent DAX? Donc, pour ça, on a fait plusieurs expériences. Ici, je vous en montre une. C'est notamment quand on traite les cellules à l'hydroxyurée, qui induit des dommages aléatoires, comme on peut le voir ici avec l'activation de la phosphorylation d'H2AX en Western blot. Et quand on regarde la conséquence que ça a sur la localisation de DAX, quand on est en ground state, sans HU, on voit ça dans une cellule sur deux. Quand on rajoute de l'hydroxyurée, on voit ça dans 8 cellules sur 10 maintenant. Donc on a vraiment une augmentation à la fois du nombre de cellules qui présentent ces corps, mais aussi du nombre de corps par cellule. On voit beaucoup plus de cellules avec 3, 4, voire même des fois beaucoup plus de corps que ça, chose qu'on ne voit jamais sans augmenter le nombre de dommages. En sérum, où là, normalement, on ne voit jamais ce genre de corps, en fait, en augmentant artificiellement le nombre de dommages, on se met à voir apparaître la relocalisation de DAX au péricentromère entouré de PML. Donc ça, c'est à peu près dans 3 cellules sur 10. On voit ce genre de corps alors qu'on n'en voit pas en temps normal. Mais on voit que cette possibilité de DAX d'aller à l'hétérochromatine péricentromérique après dommage, ça reste une spécificité des cellules pluripotentes, puisque quand on traite au HU, les cellules différenciées, on ne voit pas de différence significative avec le contrôle. Donc voilà, donc maintenant qu'on sait que les dommages, c'est bien ça qui cause le recrutement de DAX, il nous restait la question de est-ce que ces dommages sont bien causés par la déméthylation de l'ADN. Donc pour ça, on a utilisé une approche ciblée en utilisant les TAL. Les TAL, c'est des protéines qu'on peut construire nous-mêmes, et en fait, la spécificité, c'est qu'on peut les construire pour qu'elles ciblent une région en particulier. Et donc là, on a construit un TAL qui cible les satellites majeurs, donc cette séquence-là. Comme vous pouvez le voir ici, on peut suivre la protéine grâce à son épitope flag, et il colocalise parfaitement avec le signal fiche des satellites majeurs. Et donc maintenant, si on couple ce TAL
au domaine catalytique, en fait, pour être précis, de la protéine TET1, on peut regarder la conséquence ciblée peut-être une déméthylation ciblée au niveau des satellites majeurs. Donc ici, vous avez la quantification du signal 5MC et vous voyez qu'on a une diminution d'entre 30 et 40% de la méthylation au niveau des péricentromères quand on cible le domaine catalytique de TET1. Donc maintenant, est-ce que ça crée des dommages? Et la réponse est oui, en fait, puisque quand on utilise cette approche ciblée, on voit bien ici, quand on marque les dommages à l'ADN par gamma H2AX, on voit l'accumulation de ces petits foyers gamma H2AX au sein des signaux, là où le TAL est fixé, au niveau des péricentromères, qui est quantifié ici. On voit que c'est quand même très différent du contrôle. Et donc on démontre bien là que ces dommages sont bien potentiellement créés par une déméthylation active de l'ADN. On avait voulu vérifier évidemment que ces dommages qu'on créait via TET1 étaient aussi capables de former ces foyers géants qu'on voyait à l'hétérochromatine péricentromérique. Et c'est bien le cas, comme vous pouvez le voir ici, on voit cet anneau de PML qui vient pincer le bout du péricentro ici. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans le contrôle. Donc, voilà, on est arrivé là, et forcément, la question qu'on s'est posée, quel était le rôle de DAX maintenant, donc après dommage? Donc, on s'était forcément dit que, on sait qu'il y a, on parlait tout à l'heure dans la levure de l'éviction des histones, on sait aussi que chez les mammifères, il y a aussi une ouverture de la chromatine après dommage à l'ADN. Donc, ce qu'on s'était dit, c'était DAX pouvait venir après coup pour reformer l'hétérochromatine. Donc, on a vérifié qu'effectivement, le mutant DAX impactait bien l'hétérochromatine péricentromérique par différentes méthodes, et notamment une des méthodes que je vais présenter ici, parce que c'est probablement la plus adaptée au GDR, c'est sur l'aspect tridimensionnel de cette hétérochromatine, puisque on sait que quand l'hétérochromatine péricentromérique... Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, alors je vais aller très très vite. Donc en fait, on a une perte du clustering dans les DAX-KO, on perd le clustering des satellites majeurs, et ça, on le voit uniquement en cellules pluripotentes. Donc on a bien un effet de DAX. Grâce au TAL, on a pu vérifier dans un DAX-KO que si on ramène DAX, en fait DAX a bien des propriétés pour former le clustering de ces péricentromères. Donc on voit qu'on réduit le nombre de foyers observés. Ensuite, on s'est posé la question, on a essayé de creuser un peu plus le mécanisme, et je vais aller assez vite là. On s'aperçoit en fait que DAX en fait, recrute une histone méthyltransférase qui s'appelle 7DB1, qui est normalement une histone méthyltransférase qu'on ne voit pas du tout au péricentromère. On voit bien ici que ça colocalise avec DAX, et on perd ce recrutement de 7DB1 dans les DAX-KO. Et donc là, pour aller très très vite aussi, en fait, on était surpris de voir cette histométhyltransférase à cet endroit-là, par DAX, parce qu'en fait, on avait déjà observé qu'il n'y avait pas de défaut de K9ME3 dans les DAX-KO. Vous pouvez voir ici, les foyers sont identiques, et d'ailleurs, la quantification est exactement la même. Et en fait, c'est parce qu'il y a un autre couple d'enzymes qui est capable de déposer cette marque-là. On s'est placé dans un contexte SUF39KO pour enlever ce niveau basal de K9ME3, et on voit bien que CDB1 est quand même capable, en grand state, quand il est recruté par DAX, de ramener cette modification d'histone. Du coup, là je vais passer sur cette diapo-là, mais on a pu mettre en évidence avec une approche ciblée de TAL aussi qu'en fait, effectivement, ce n'est pas K9ME3 qui est important, mais c'est bien DAX qui est important pour le clustering. Parce qu'il n'y a que quand on ramène DAX qu'on est capable de réduire et de faire se rassembler ensemble les satellites majeurs. Et du coup, on s'est dit que DAX amenait quelque chose de différent en plus, et forcément, on pensait que c'était l'histone à H3.3. Quand on fait un mutant de DAX qui n'est plus capable de ramener H3.3, effectivement, là, on perd cette capacité à faire des clusters péricentromériques. Du coup, pour terminer, le dernier résultat que je voulais montrer, c'est que effectivement, donc H3.3 a un rôle majeur dans la formation des clusters péricentromériques dans les cellules ES. Et ici, c'est cette expérience qui l'illustre, parce que ici, on a à chaque fois, dans toutes les conditions, ramené le TAL, on a ramené DAX grâce au TAL, mais dans un contexte où on a enlevé le H3.3 endogène par des siRNA. Et on a ramené du H3, on a complémenté ce knockdown par différents variants de H3.3. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, effectivement,
il y a uniquement quand on ramène un H33 wild type qu'on est capable de former ces gros foyers. Quand on ramène un mutant qui n'est pas capable d'interagir avec DAX, on n'est pas capable de former ces foyers. Et surtout, on voit que en fait, un mutant qui n'est pas capable d'être modifié sur la lysine 9 n'est pas lui aussi pas capable de former ces gros foyers. Donc en fait, ce qu'on pense, et je terminerai là-dessus, c'est ce modèle. On est arrivé à la conclusion de ce modèle-là, c'est qu'en fait, effectivement, dans les cellules souches embryonnaires, donc notamment en contexte hypométhylé, il y a une déméthylation active de l'ADN qui va créer des dommages, qui va recruter DAX, qui lui-même va recruter cette DB1, et on pense que cette DB1 est là en fait principalement pour modifier H33 et non pas l'autre canonique. Et c'est ce H33K9ME3 qui est vraiment responsable de la formation de l'hétérochromatine, enfin en tout cas qui est extrêmement important pour la formation de l'hétérochromatine péricentromérique. Ça, évidemment, ça n'a pas lieu, ce mécanisme n'a pas lieu dans le DAX-KO. L'hétérochromatine péricentromérique est décompactée et explosée en termes de structure tridimensionnelle. Et ça, on pense que ça contribue au moins partiellement au phénotype de mort cellulaire qu'on observe dans le DAX-KO en conditions hypométhylées. Donc, je termine par remercier, effectivement, je suis dans le groupe d'Emmanuel et de Pascal, et ce travail a été réalisé, comme je le disais au début, par Antoine Cana, donc c'est son travail de thèse, et il a été aussi fait quelques expériences par notre postdoc Adeline Veillé. Et merci à tous, et je suis prêt pour vos questions. Merci Pierre. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Normalement, je dois les voir. Oui, peut-être que tu peux enlever ta présentation. Ouais. Donc, Angela, à toi de parler. Oui, merci Pierre. Très chouette. Je me demandais, en fait, je suis un peu perdue parce que je me souviens plus exactement, tu sais, les données de Thomas Genovine, là, quand il faisait des mutants de Suvar39, il me semblait que dans un contexte, alors c'est pas les mêmes types cellulaires, mais il me semblait qu'il ne perdait pas justement la formation des chromocentres. Alors c'est des chromocentres qui sont peut-être un peu moins spectaculaires, hein. Dans mon souvenir, c'est pas des groupements aussi conséquents, mais il me semblait que la conclusion des papiers de Genovine, c'était qu'il n'y avait pas besoin de la méthylation de H3, K9 pour former ces chromocentres. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux commenter là-dessus? Ouais. Et je n'ai pas super bien, peut-être que j'ai raté un truc, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment la méthylation d'H3.3 qui est importante ou peut-être juste la présence d'H3.3? Voilà. Alors, oui, ça je confirme, puisqu'on a les cellules, SUV39, c'est vrai que j'ai été très vite à la fin. Mais effectivement, il n'y a pas de défaut de clustering dans les SUV39 double KO. Par contre, ce qu'ils ont montré, c'est que quand tu enlèves les trois, que tu enlèves cette DB1, là, ou que tu enlèves les enzymes responsables de la monométhylation, PRDM, là, tu exploses les chromocentres. Donc, ma théorie, c'est qu'effectivement, cette DB1, même en condition pas de repair, il est là en particulier, je pense, pour modifier H33, et je peux même, si tu veux, être un peu plus précis, où je pense que ce H33 il est, c'est que, en fait, j'ai dit qu'il y avait des satellites majeurs au péricentraux, mais en fait, il y a 20% de séquences qui ne sont pas des satellites majeurs au péricentromère. Tu as des ERV aussi, et des lines. Et donc, le mécanisme qu'on a mis en évidence avec DAX et cette DB1, en fait, ça ressemble étrangement aux modifications que tu as pour la répression des éléments transposables. Donc, mon hypothèse, c'est qu'en fait, je pense que tu as ces éléments transposables qui sont dégénérés, qui sont présents au péricentromère, qui en fait servent de hub pour recruter, je pense, DAX et cette DB1, même en temps normal, en phase réplicative. Et effectivement, je pense quand même que H33 modifié, c'est nécessaire, parce que certes, c'est très artificiel, on n'a pas encore fait la partie endogène, mais quand même, tu vois que la capacité de cluster de DAX, quand tu lui enlèves H33 et que tu lui remets un mutant K9A, il n'est pas capable de faire ces clusters, alors qu'il a H33 quand même. Donc, tu as besoin de modifier H33 sur K9 quand même. Après, on n'a pas prouvé qu'en conditions endogènes, c'était bien le cas, mais on va essayer. Ok,